Et aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant. L'immobilier est en crise, faut-il parier sur un rebond dans les prochains mois et en 2025 ? Avec la montée des taux d'intérêt, la baisse des transactions et des prix qui stagnent ou reculent dans certaines régions, le marché immobilier semble être à un tournant. Mais est-ce le bon moment pour se tenir à l'écart ou au contraire une opportunité en or pour préparer le rebond? J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Sabatier, économiste et expert en stratégie patrimoniale. Pierre est connu pour ses analyses pointues sur l'immobilier et les marchés financiers et il va nous livrer aujourd'hui son regard sur la situation actuelle. Ensemble, nous allons explorer les scénarios possibles pour les mois à venir et surtout comment vous positionner pour tirer le meilleur parti de ce contexte incertain. Car oui, les crises sont souvent source d'opportunités. Et avant de commencer cet épisode, je vous remercie de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider grandement à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Cela vous permettra d'avoir un épisode toutes les semaines. Allez, ça y est, on va démarrer avec Pierre. Alors préparez-vous à une discussion passionnante et pleine de perspectives car cet épisode va vous donner les clés pour comprendre si oui ou non c'est le meilleur moment de parier sur un rebond du marché immobilier. Eh bien Pierre, enchanté de t'avoir sur mon podcast, l'art de la gestion patrimoniale. Enchanté de t'avoir car tu fais partie aussi de l'OREP, tu vas te présenter rapidement pour qu'on te connaisse, mais merci d'être là déjà. Eh bien merci à toi en fait pour ton invitation. Eh bien Pierre, je te laisse te présenter, nous expliquer qui tu es. Moi j'ai fait un rapide topo avant, mais je te laisse te présenter plus en détail. Très bien. Alors j'ai souvent coutume de dire que mon premier diplôme c'est celui d'être auvergnat, mais on va aller plus vite parce que sinon on va dépasser, on va consommer trop de temps. Je suis économiste, je suis patron et fondateur d'un cabinet qui s'appelle PrimeView, un cabinet de recherche économique et financière appliquée à la stratégie d'investissement que j'ai créé en 2008. Et par ailleurs, j'ai la chance et l'honneur en fait d'être aussi président de l'OREP. L'OREP, je rappelle, Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine et qui fait figure de référence dans le monde de la formation continue en gestion de patrimoine. Et donc, évidemment, le siège social est à Clermont-Ferrand, vous l'aurez compris. Le raccord avec mon premier diplôme, c'est celui d'être auvergnat. Tu as été très rapide, c'est très gentil de ta part parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ta carrière. On va principalement parler de l'immobilier aujourd'hui, du contexte, de l'état actuel du marché. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un peu le contexte déjà? Où est-ce qu'on en est dans le marché de l'immobilier? Je sais que tu as tendance à dire qu'il y a plusieurs marchés immobiliers, alors dis-nous en plus. C'est vrai. Alors, merci de m'avoir coupé mon introduction, puisque effectivement, il n'y a pas un marché d'immobilier, mais il y a des marchés d'immobilier. D'ailleurs, l'immobilier en soi, c'est comme si on parlait du monde des actions, le monde des obligations. Il y a plein d'obligations différentes, il y a plein d'actions différentes, de grands pays, de pays riches, de pays émergents, de petite taille, de moyenne taille, de grande taille. C'est pareil dans l'immobilier. Donc, il faut bien séparer déjà l'immobilier, on va dire, du type logement, résidentiel, versus l'immobilier en fait autre, commercial, bureau, ou l'immobilier qu'on va appeler thématique, du type santé. Premier élément. Et deuxième élément, il y a aussi en fait le marché de l'immobilier en direct et le marché de l'immobilier via l'intermédiaire de grands fonds d'investissement, qu'on va appeler SCPI, OPCI, etc. Et là aussi, il y a vraiment des typologies qu'il faut appréhender. Donc le contexte, c'est quoi? C'est que l'ensemble de ces marchés de l'immobilier ont été secoués depuis maintenant 2 ans, pour une raison toute simple, c'est qu'il faut l'avoir en tête, l'immobilier, c'est toujours la principale victime d'une augmentation des taux d'intérêt. Et tu n'es pas sans savoir qu'à cause des problématiques inflationnistes que le monde, pas que l'Europe, pas que la France ait connues en fait, au cours des années 2021-2022 surtout, eh bien les grandes banques centrales ont dû changer leur fusil d'épaule en quittant un monde et une époque qui était celle des taux quasi zéro, des taux très 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 bas, pour rentrer dans un monde où l'objectif était de lutter contre l'inflation. Et comment on fait pour lutter contre l'inflation? On augmente ses taux d'intérêt. Et donc les taux sont passés de 0 à 4 ou 5%. Et du coup, ça, l'immobilier ne peut pas sortir indemne de ce type de contexte pour une raison toute simple, c'est que lorsqu'on va acheter de l'immobilier, souvent on l'achète, alors malheureusement, j'ai presque envie de dire, mais avec du crédit, ou plutôt j'ai presque envie de dire heureusement, parce que c'est peut-être la seule classe d'actifs qu'on peut justement acheter à crédit, donc faire du levier. Donc quand je mets 1, je peux investir beaucoup plus que 1, en général j'investis 10, donc ça c'est quelque chose de très positif. Mais quand on va acheter en fait un bien et qu'on a on emprunte sur 20 ans et qu'on veut mettre 1 000 euros par mois de mensualité, eh bien quand les taux sont à 1%, eh bien on a une mensualité qu'on peut assumer, mais quand les taux passent de 1 à 5%, l'augmentation de 4% des taux d'intérêt fait que pour 1 000 euros, le banquier va vous donner 35% en moins, 30 à 35% d'argent en moins. C'est-à-dire que la capacité d'emprunt en fait, de l'investisseur a été attaquée par l'augmentation des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'immobilier, c'est la victime principale et la première des victimes d'une politique monétaire qui vise à lutter contre l'inflation à travers l'augmentation des taux d'intérêt. Donc tout ça a chamboulé le marché après
pas de la même manière et pas avec la même vitesse. Et donc concrètement, un couple qui voudrait emprunter 300 000 € à l'époque ne pourrait emprunter plus que 200 000 € aujourd'hui. Exactement. Okay. Alors, il y a une manière du coup. Alors là, tu as tout compris pour comprendre comment. C'est d'ailleurs déjà ajusté, puisque je vais répondre presque à la question initiale tout de suite. Tout à fait. Il faut être très clair. L'essentiel et le plus dur est passé pour le secteur de l'immobilier, dans les très grandes largeurs. Là, on va vivre les derniers mois des difficultés. Avant, je ne dis pas que tout va repartir en fait comme en l'an 40 tout de suite, mais le plus dur est passé de manière certaine. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais effectivement, le fait que le 300 000 que le banquier donne, qui se transforme en 200 000, il y a deux manières de faire pour le marché pour s'ajuster, dans le monde du résidentiel, notamment en direct. Donc le vendeur qui voulait vendre son bien, par exemple, 300 000, parce que en fait, il avait peut-être acheté 300 000 l'année d'avant, parce qu'il savait que les prix des transactions de l'année d'avant étaient à 300 000. C'est pas parce que les taux montent que lui va se dire, finalement, moi, mon bien, je vais le mettre à 250 ou 200 000. Non, ça marche pas comme ça. Il ne comprendrait pas pourquoi ce bien-là qui valait 300 000 2 mois ou 3 mois avant, en fait, il faudrait qu'il le vende à un autre prix. Donc la manière dont s'ajuste le marché de l'immobilier résidentiel est toujours de la même manière, surtout quand les gens se financent à taux fixe, c'est à travers la baisse du volume de transactions. Donc les prix n'ont pas beaucoup bougé dans l'immo résidentiel. Mais par contre, les volumes se sont effondrés. D'où d'ailleurs les difficultés qu'ont rencontrées les notaires en fait, au cours des 2 dernières années, ce qui est extrêmement rare en fait, dans le champ économique plus global. Et tout ça pour dire que du coup, qu'est-ce qu'a fait le vendeur face aux difficultés qu'avaient les acheteurs à mobiliser? Ce n'est pas le désir d'acheter qui avait disparu, mais c'est la capacité à avoir l'argent pour transformer ce désir en acte d'achat. Eh bien, vu leurs difficultés, qu'est-ce qu'a fait le vendeur? Il n'a pas baissé son prix, il n'a pas vendu. Il a attendu. Il a attendu. Et alors, c'est toujours pareil. Mais il a attendu dans des proportions importantes. C'est-à-dire que la baisse de volume de transactions, et d'ailleurs c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout, 30%. Okay. 30% de transactions en moins. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on parle de marché de l'immobilier. Les prix d'immobilier, c'est le prix de la transaction qui se fait. Donc il faut faire très attention. Il ne veut pas dire grand-chose, le prix de l'immobilier. Si on veut avoir une idée en fait, de est-ce que le marché de l'immobilier, par exemple, a corrigé, eh bien en fait, un marché, c'est pas juste un prix, c'est un volume fois un prix. Et donc soit il peut corriger parce que les prix baissent, c'est-à-dire qu'en fait, si les prix avaient baissé en fait, en gros, avec la même intensité que la capacité d'emprunt des ménages, on n'aurait pas eu de baisse des volumes de transactions. Parce que la vente se serait faite, mais à 200 000 et pas à 300 000. Eh bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes ont continué à se faire à 300 000, mais 30% de ventes ne se sont pas faites parce qu'il y a 30% de gens qui n'avaient pas les moyens en fait, d'acheter au prix d'avant. Oui. Donc tu vois, c'est vraiment ça en fait le sujet. Donc le marché a corrigé d'abord à travers la baisse du volume de transactions. Et puis avec le temps, 6 mois, 9 mois, 12 mois plus tard, le vendeur commence à comprendre qu'il ne trouvera pas un acheteur au prix d'avant. Et donc là, il commence à ajuster ses prix. Et c'est pour ça que là encore, même aujourd'hui, on voit les prix de l'immobilier qui ont baissé de 4, 5, 6% par rapport à leur plus haut. Grosso modo, en fait, c'est normal. Et ça continuera si jamais en fait, les taux restaient à leur même niveau. C'est simplement l'adéquation. Il faut que le prix soit en adéquation avec la capacité d'emprunt du ménage, surtout dans un marché qui s'achète à crédit. Ok, donc si je me permets de résumer ce que tu viens de dire, je t'en prie. C'est les taux d'intérêt qui ont été le principal facteur de la crise. Sûr, et est-ce que ça sera aussi le principal facteur de la reprise? Bien sûr, parce que dans l'investissement ou la consommation générale, la question qui se pose, c'est toujours, en fait, elle est double, c'est le désir et la solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité à transformer ce désir en acte réel. En réalité, dans l'immobilier, c'est pas le désir qui a disparu. Si c'était le désir, pour des questions d'ordre structurel, si les gens n'avaient plus envie d'immobilier, là je dirais, effectivement, c'est plus une crise, c'est une transition vers un monde moins drôle ou moins rose sur ce plan. Mais aujourd'hui, il suffit de poser la question en fait, à tout à chacun, est-ce que les gens veulent moins d'immobilier qu'avant? C'est pas vrai. Ils veulent toujours autant d'immobilier, encore plus en France, parce qu'il y a un appétit en fait, pour l'immobilier qui est un peu décuplé par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais donc, le désir n'étant pas attaqué, ce n'est qu'une question de solvabilité. Les difficultés, elles ne sont associées qu'à une question de capacité d'emprunt. À partir du moment où les taux des taux se desserrent, et bien naturellement, ce désir va redevenir un peu plus solvable. Et donc, le marché va repartir et on retendra vers des volumes de transactions qui ne seront pas ceux... Enfin, quand même, il faut avoir en tête que le top du top en termes de volume de transactions, c'était de mémoire 1 180 000 transactions. C'était beaucoup trop. Et là, on est à 800 à peu près, c'est ça? Là, on est à 800, entre 800 et 850. Le bon niveau, probablement en France, c'est entre 950 et 1 million. Okay. Avec des niveaux de taux qui seront autour de 2%. En gros, le 1 180 000, c'était avec des taux à 0, ou 1 concrètement. Les taux à 4, ça fait du 800 000. Et des taux à 2 qui seront probablement les taux d'intérêt vers lesquels on va tendre d'ici 1 an. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc on va avoir un vrai reflux des niveaux de taux. En tout cas, c'est les projections qu'on fait nous. Donc devrait permettre de remonter vers des volumes de transactions à 1 million. Et avec des taux à 2%, on aura des prix qui, s'ils ont déjà corrigé de 7 à 8%, seront les prix en fait dans un an. Donc dans le résidentiel, l'essentiel,
est déjà derrière nous à partir du moment où les taux maintenant se mettent à refluer et qu'on n'a pas de désir en fait qui est atteint. On en a parlé du coup rapidement, là, très rapidement, brièvement. Tu viens d'aborder la politique des banques centrales et les taux qui pouvaient être amenés à baisser dans les prochains mois. On ne va pas l'aborder parce que c'est un sujet qu'on voit partout. Mais moi, j'ai envie de parler plutôt des politiques gouvernementales. Est-ce que tu penses que le gouvernement pourrait également agir sur ce type de crise ou il a intérêt à ne pas le faire aussi? Alors, il se trouve que mon cabinet est celui qui a fait peut-être les 5 ou 6 plus grosses études en termes de politique du logement depuis 2018, que ce soit à travers la mesure qui avait été celle du plafonnement des honoraires de commercialisation dans l'immobilier locatif neuf, ou l'analyse justement des dispositifs fiscaux qui ont servi en fait à soutenir l'investissement, notamment à travers les dispositifs Pinel. Donc c'est un sujet qu'on connaît très très bien. Évidemment, la politique budgétaire est un levier qui pourrait permettre de réamorcer la pompe. Alors là, je viens de parler en fait de l'immobilier ancien qui existe déjà, celui de la transaction. Il y a un autre sujet qui s'appelle l'immobilier neuf, qui était un sujet important pour les investisseurs, puisque jusqu'à maintenant, on avait un dispositif fiscal, depuis 25 ans, on avait un dispositif fiscal, et le dernier en date était le Pinel, qui va disparaître. Qui a changé de nom de temps en temps. Qui a changé de nom, l'Eurobien, le Besson, le Grosbien, etc. Et donc le dernier était le Pinel. Le Pinel, il servait à faire quoi? En fait, investir dans du logement neuf, spécifiquement dans les zones tendues. C'est un marché qui s'est complètement arrêté maintenant depuis 2 ans, pour 2 raisons. Des raisons de contexte, de taux. Pourquoi? Parce que ça, il faut que les gens le comprennent bien. C'est-à-dire que le neuf est celui qui souffre le plus lorsque les taux augmentent, encore plus que l'ancien. Et l'ancien, c'est qu'une question en fait de transaction, quoi. C'est ceux qui vont souffrir, c'est un petit peu les artisans, un petit peu les notaires, mais bon, c'est dans des proportions acceptables. Le problème du neuf, c'est quoi? C'est que c'est fait par des promoteurs immobiliers. Le promoteur immobilier, il a un compte de résultat. Il a un modèle économique avec un compte de résultat. Et malheureusement pour lui, la plupart du temps, c'est que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, eh bien, c'est pour des raisons inflationnistes. C'est-à-dire que les coûts de production, globalement, augmentent. Et là, vu que lui est un producteur de biens, c'est pas un bien qu'il a acheté, c'est un producteur de biens pour construire son bien, ça veut dire que si les coûts de production augmentent, eh bien, ça lui coûte plus cher. Donc, ces marges sont naturellement, dans ce contexte-là, sous pression par le bas. Ça coûte plus cher, et donc les marges sont sous pression. On pourrait imaginer, en fait, que l'augmentation des coûts de production se reflète dans les prix de vente pour préserver sa marge. Sauf que ça marche pas, en fait, dans un monde dans lequel les taux augmentent. Parce que qui achète de l'immobilier neuf? Des gens. Et comment ils les achètent? C'est des personnes qui l'achètent la plupart du temps à crédit. Or, lorsque les taux augmentent, pour lutter contre l'augmentation des coûts de production, eh bien, les gens ont moins les moyens d'acheter. Ce qui fait qu'en fait, vous aviez un effet ciseau qui est mortel et qui est automatique, pour le coup. Là, dès fin 2022, début 2023, le monde du neuf s'est complètement arrêté parce que vous avez à la fois des marges qui sont pincées par le bas à travers l'augmentation des coûts de production et des difficultés de solvabilité des investisseurs, des gens qui devaient acheter en fait le logement, qui n'ont plus les moyens de les acheter en fait au prix d'avant. Donc là, en général, la marge s'effondre et ça crée en fait un arrêt cardiaque quasiment dans le monde de l'investissement neuf. Donc ça, c'est la politique des taux, c'était classique. Mais il faut quand même avoir en tête qu'en France spécifiquement, il y a un autre problème dans le neuf qui vient du fait que les politiques n'aiment pas l'immobilier. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça fait presque 5 ou 6 ans que la plupart en fait, des ministres du logement et surtout en fait, des ministres de l'économie, c'est plutôt Bercy qui pilote sur ce point, n'aiment pas l'immobilier et considèrent que tous les dispositifs fiscaux en soutien de l'immobilier locatif neuf ne servent à rien et sont de l'argent public inutilisé. Ce qui fait que, in fine, ils ont mis du temps à le faire, mais ils ont réussi à détruire en fait, ces dispositifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il n'y aura plus de dispositif fiscal en soutien de l'immobilier locatif neuf. Manque de bol, ça arrive au pire des moments. Déjà, tu as compris en fait, que le contexte fait que c'est dur de construire des logements neufs dans le contexte actuel avec les taux et les coûts de production actuels. Si en plus, on supprime l'avantage fiscal associé à cet investissement-là, c'est mort de chez mort. Donc, il faut vraiment avoir en tête que les politiques budgétaires sont absolument vitales pour soutenir l'immobilier locatif neuf, enfin l'investissement dans l'immobilier locatif neuf dans les zones tendues. Donc si le pouvoir budgétaire ou si le gouvernement dans les mois qui viennent ne soutient pas en fait ce marché-là, il ne repartira pas tout de suite. Lui souffrira beaucoup plus longtemps. Puis là on a une crise majeure quand même. Il y a deux crises différentes. Là c'est une énorme crise par rapport à celle d'aujourd'hui. Sur l'ancien c'est pas grave. Les gens, c'est qu'une question, le désir est là, c'est juste une question de moyens. Donc ça s'ajuste progressivement. Là, c'est une question en fait vraiment de production. Premier élément. Et deuxième élément, c'est d'autant plus dangereux que je rappelle que le logement... Là, on parle en fait de logements qui manquent dans les zones tendues. Ça crée forcément en fait des difficultés sociales aussi. Donc c'est aussi une bombe sociale. C'est-à-dire que le fait de ne pas répondre aux besoins logement dans des zones dans lesquelles les gens déménagent pour venir travailler provoque en fait des problématiques de logement, des problématiques sociales qui ne seront pas anodines.
Donc vraiment, le logement, c'est un sujet en fait fondamental, un sujet très politique. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je ne sais pourquoi, je ne sais d'où ça vient. Eh bien, les politiques actuelles et les gouvernements récents avaient une aversion en fait pour le monde de l'immobilier, comme si l'immobilier était inutile, était une forme de verrue en fait, et ne servait à rien. Or aujourd'hui, en fait, on constate que ils ont aggravé en fait un contexte qui était déjà difficile pour ce marché-là. Donc, il va bien falloir en fait les loger tous ces gens. Ok, c'est plutôt très clair, Pierre, par rapport à tout ça. De ton côté, quel est ton sentiment? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur cette crise de l'immobilier neuf? Est-ce que le gouvernement va agir selon toi avant la fin de l'année? Encore faudrait-il connaître le gouvernement pour répondre à cela. On verra en fonction des discours et des projets qui sortiront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que ça reparte et qu'il donne un coup de pouce, il faudra que Bercy ou la psychologie de Bercy en fait évolue. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas dogmatique, qu'elle ne soit pas en fait basée sur des idées reçues et qu'elle comprenne que ces dispositifs fiscaux-là, ils ne coûtent pas. En fait, ils sont utiles. Ils ne font pas que coûter un crédit d'impôt, et d'ailleurs la preuve par l'exemple, si on les enlève, il n'y a plus de logement. Donc d'une certaine manière, quand on construit le logement, il y a tout un écosystème aussi qui permet de faire gagner à l'État. La TVA qu'on va toucher, le fait qu'en fait on est déjà... Donc il y a tout un business et tout un modèle économique associé qui permet en fait de générer de revenus. Ce n'est pas qu'un coût. Jusqu'à maintenant, ça a été présenté comme un seul coût et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc après, est-ce qu'ils y viendront ? Il y a des choses qui sont dans les tuyaux, voilà, essayer d'étendre le logement locatif, le dispositif LLI aux particuliers, peut-être que ça viendra. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour que ça reparte dans ce monde-là, d'autant plus quand les autres classes d'actifs sont extrêmement attractives, l'obligataire maintenant est très concurrentiel alors que ce n'était pas le cas par le passé, il faudra un vrai coup de pouce en fait, des pouvoirs publics. Alors, est-ce que c'est via l'amortissement? Est-ce que c'est via un crédit d'impôt direct? Je ne sais pas. Mais pour le coup, c'est trop tôt. Je ne peux pas répondre tant qu'on n'a pas les gouvernements et on n'a pas les projets de loi. Le projet de loi de finances, en fait, le premier arrivera en fait, mi-octobre. Bon, on se demande bien qui va le rédiger puisqu'il n'y a pas encore de gouvernement. Voilà. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra répondre. Mais il y a urgence à bien comprendre qu'on ne peut pas laisser l'immobilier locatif neuf, notamment en fait, avec des prix de loyer maîtrisés, ce qu'on appelle intermédiaire, fonctionner sans soutien. Ok, super intéressant en tout cas depuis le début. De mon côté, moi ce que j'ai envie de savoir et ce que tout le monde se pose, c'est aujourd'hui, j'ai interviewé pas mal de personnes qui me disent, et je suis plutôt d'accord avec eux, qu'on est dans une force acheteuse. Oui. À l'époque, on était plutôt dans une force vendeuse. Alors selon toi, est-ce que c'est aussi peut-être un bon moment quand on a la capacité d'investir dans l'immobilier? Mais clairement. Ce que je viens de dire, alors, ça dépend à travers quelle prisme, mais clairement en fait dans les transactions dans l'ancien, à partir du moment où les taux se desserrent, eh bien ça veut dire que l'ensemble du marché va avoir un peu plus de solvabilité, ça poussera forcément les prix vers le haut. Donc clairement, à aujourd'hui, c'est un moment dans lequel il faut attention. Il faut bien l'avoir en tête. C'est donc l'avenir est rose. Maintenant, le contexte reste encore difficile. Ça veut dire qu'il faut se repositionner maintenant, mais tout en restant très sélectif. Comme on dit, on n'y va pas les yeux fermés. Il faut savoir où est-ce qu'on peut investir et dans quoi on peut investir et à qui on peut faire confiance pour nous amener en fait les bons projets. Donc clairement aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus dur est passé. Maintenant, en fait, ça va s'améliorer petit à petit. Et comme on dit souvent, en fait, c'est dans ces moments-là où il faut prendre position pour pouvoir construire finalement une capacité de plus-value qui sera importante en fait à l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, clairement, il faut se repositionner, mais avec précaution. C'est-à-dire que, voilà, il y a des époques dans lesquelles en fait, on peut investir dans des classes d'actifs les yeux fermés. Il suffit de se laisser porter. Voilà. Là, on est entre guillemets contracyclique, c'est-à-dire qu'on a un cycle de baisse et de correction. On va rentrer dans un autre cycle, et dans ces transitions-là, il faut y aller, mais pas les yeux fermés, les yeux bien ouverts. C'est une très bonne réponse, mais on est tous d'accord du coup sur cette force acheteuse au final. Pas mal de personnes se positionnent aussi sur ce côté-là et c'est logique, quand on a la capacité à emprunter, pourquoi pas y aller. Dernier point, parce qu'on a parlé de l'immobilier neuf, on a parlé de l'immobilier ancien, il reste une dernière classe d'actifs que tu as abordée au départ, les SCPI, l'immobilier indirect. Aujourd'hui on a une énorme crise sur ce marché-là, on a encore des annonces qui ont été terribles juste avant-hier sur certaines SCPI. Qu'est-ce que tu en penses toi des SCPI? Parce qu'on a un autre problème qui est le problème de liquidité qui s'ajoute au problème immobilier. En fait, alors le mot crise, je dirais que, ou alors si c'est une crise d'adolescence. C'est quand on passe d'un statut de jeune à un statut d'adulte. Déjà, premier élément, c'est un monde qui s'est démocratisé, en fait, le monde des SCPI. Je rappelle, c'est quoi? C'est des fonds qui permettent d'investir dans l'immobilier, mais on connaît collectivement. On mutualise, en fait, on achète des parts de fonds qui eux-mêmes vont acheter en fait, de l'immobilier derrière en direct. C'est déjà, il faut avoir en tête, c'est une classe d'actifs confidentielle qui a beaucoup collecté au cours des dernières années. Et malheureusement, dans ces cas-là, lorsqu'on collecte trop, lorsqu'on grandit trop vite, parfois, en fait, on a des crises.
des crises d'adolescence, c'est ce que vit aujourd'hui le monde des SCPI. Tout simplement parce que, vous savez, une SCPI, c'est un portefeuille d'actifs immobiliers qu'on a acheté. Prenez une SCPI qui a 10 ans. Théoriquement, vous pourriez vous dire, à l'intérieur, elle a des actifs. Si elle collecte la même chose chaque année, eh bien, elle va avoir un portefeuille dont les premiers actifs ont été achetés il y a 10 ans, puis ensuite 10% ont été achetés il y a 9 ans, 8 ans, etc. Ainsi de suite. Donc voilà, ainsi de suite. Ce qui fait que même si on a des conditions de marché parfois qui ont fait acheter à des prix qui étaient trop élevés, d'une certaine manière, si on a eu 2 ans où il y avait des prix trop élevés, enfin on a acheté à des rendements trop faibles, mais c'est que 20% du portefeuille, donc il n'y a pas de risque sur la totalité. Tu vas voir où je vais en venir. La problématique, c'est qu'au cours des 4 dernières années, enfin surtout en 2020, 2021, 2022, eh bien on a quelques véhicules, quelques SCPI qui ont collecté comme des malades. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on collecte énormément ? Eh bien, en fait, on a un flux, on est obligé d'acheter. Il faut bien se mettre à la place en fait de la société de gestion qui récolte en fait cette épargne à investir. Elle doit investir. On ne la paye pas pour qu'elle garde le cash. Surtout que le taux sans risque à l'époque était à 0. Était à 0. Donc, on ne peut pas en fait ne rien faire. Donc, on doit se positionner. Sauf que quand finalement on collecte énormément et quand même on a un marché fini, parce que le monde de l'immobilier, c'est pas un monde de papier, c'est un monde de réel, pour le coup, et bien naturellement les prix en fait augmentent. Il y a une très forte concurrence et vous achetez des biens à des rendements qui sont extrêmement faibles, qui sont pas trop faibles, qui sont à des rendements très faibles au regard du contexte de l'époque. Le contexte a diamétralement changé, les taux ont augmenté, les obligations sont devenues attractives et donc naturellement les rendements exigés par les investisseurs sont plus élevés. Et bien là vous êtes en fait finalement, pour le coup, et c'est rare, mais les premiers deviennent naturellement les derniers. Parce que ceux qui ont été les plus successful en 2021-2022 ont collecté énormément, donc ont investi énormément aux conditions de marché, et au lieu d'avoir simplement 20% de leur portefeuille qui a été acheté trop cher par rapport au contexte actuel, eh bien vous avez 50 ou 60% des actifs sous-jacents qui sont trop chers et donc qui en fait, finalement, permettent pas d'avoir des rendements compétitifs par rapport au reste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé dans le monde des CPI n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Et surtout, quand on t'entend, on comprend aussi qu'effectivement, eux, ils sont obligés de vendre dans l'autre sens, c'est-à-dire aussi pour donner les fonds aux personnes qui veulent récupérer leurs fonds. Et là, c'est une vraie problématique vu le marché. C'est pour ça que ça me permet de répondre de manière très concrète sur ce qui va se passer. Il y a 1 an et demi, j'aurais dit, il était temps de vendre en fait, les SCPI, les fonds immobiliers, mais la classe d'actifs dans son ensemble. Alors là, je ne parle pas des fonds thématiques, mais on va dire surtout du commerce bureau. Voilà. Il était temps de la vendre, mais de vendre toute la classe d'actifs, parce qu'on savait que le contexte, le succès qui a précédé et le nouveau contexte faisaient que l'ensemble des acteurs allaient être mis sous pression. Donc là, il fallait vendre la classe d'actifs. Ça, c'est terminé. Parce qu'avec le fait que les taux recommencent à baisser, les corrections de prix ont déjà eu lieu. Donc maintenant, au contraire, en fait, on peut là aussi en fait, recommencer à s'intéresser à un certain nombre de SCPI, mais en étant très sélectif. Aujourd'hui, le seul risque qui continue d'exister dans ce monde-là, c'est un risque de contrepartie. Ce n'est pas un risque global. Il ne faut pas vendre la classe d'actifs, en gros, ou l'ensemble des SCPI. Il y a quelques acteurs qui peuvent être mis en difficulté à travers ce que tu viens d'évoquer. Parce que ça, donc il y a la vie globale et puis il y a la vie spécifique. Si jamais vous avez une SCPI, je veux dire, qui est montrée du doigt par tout le monde et que tout le monde veuille récupérer son argent en même temps, eh bien malheureusement, vous savez, quand vous êtes un fonds immobilier, ce n'est pas des actions qu'on peut vendre du jour au lendemain en cliquant sur un bouton. Et il faut liquider en fait son portefeuille pour rendre l'argent aux gens. Et là, dans ces cas-là, c'est impossible. Parce que les conditions de marché actuelles font que vous ne pourrez pas écouler un volume d'actifs immobiliers très important, ou sinon, en fait, en faisant des moins-values. Et là, vous êtes dans le cercle vicieux où ça finit mal en général. Donc là, en l'occurrence, c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. L'essentiel est fait là aussi dans le monde des CPI en termes de correction. Mais il faut rester sélectif parce qu'on peut avoir quelques accidents, mais maintenant qui seront des accidents localisés. Ce n'est pas un accident global, ce n'est pas une mise sous pression de l'ensemble des acteurs, ce sera une mise sous pression de quelques acteurs qui malheureusement seront peut-être pris dans le du cyclone. Oui, on pense à certains acteurs qu'on ne citera pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont dans le rouge. On pense sûrement aux mêmes tous les deux en se regardant, mais on ne va pas les citer. Dernier point, et on s'arrête là. Quelle serait ta recommandation si tu disais à un investisseur d'investir dans l'immobilier ? Quel est ton premier point ? À quoi tu penses tout de suite quand tu dis à quelqu'un d'investir dans l'immobilier ? Dans l'immobilier ou pas, en fait, on investit dans le cadre d'un rendement. Donc, en fait, tout simplement, je dirais que le conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est d'être exigeant. En gros, la vision généraliste en fait, de la classe d'actifs, ça n'existe pas. Il faut faire confiance à des spécialistes. C'est ça qui protège véritablement. Alors, parce que dans des marchés qui sont des marchés faciles, à la limite, vous pouvez faire confiance à tout le monde. Dans des marchés difficiles, comme c'est encore le cas aujourd'hui, il faut savoir en qui on fait confiance. Donc, il faut être exigeant. Si on va dans le monde des CPI, exigeant vis-à-vis des partenaires à qui on fait confiance. Si on y va en direct, exigeant,
quant à la capacité des locataires à payer le loyer en fonction des territoires et des zones dans lesquelles on vient investir. Donc le mot-clé, c'est pas y être ou ne pas y être. Ça, c'est des gens en fait qui n'ont jamais investi. Que ça n'existe pas le 0 ou le 1. C'est quand est-ce que, et dans quel contexte, le risque de se révéler. C'est ça notre métier d'ailleurs, nous en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en stratégie d'investissement plus globale, c'est pas dire il y a du risque, il y a toujours du risque. L'important, et c'est en cela que le particulier fait confiance lorsqu'il cède son épargne, en fait, où il te donne la responsabilité de gérer son épargne, c'est bien de savoir si, en gros, le jeu en vaut la chandelle. Si le contexte fait qu'il y a un risque, mais qu'il ne se matérialisera pas, donc je peux aller chercher en fait de la performance en investissant dans un domaine plus qu'un autre. Donc c'est bien cela. Aujourd'hui, vu le contexte, qui est un contexte difficile, il faut être sélectif et exigeant. Bien, merci beaucoup Pierre. J'ai envie de te laisser la main juste 2 minutes pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, pour te suivre, pour savoir où tu es toi de ton côté. Dis-moi en plus. Alors, vous pouvez suivre mon profil LinkedIn, Pierre Sabatier. Je pense que c'est là où vous aurez l'essentiel des informations et de mes interventions médias. Également à travers la news fournie par l'OREP. Alors, vous ne me lirez pas que moi, mais voilà, puisque l'OREP est beaucoup plus vaste et me dépasse très largement, mais vous y lirez en fait un contenu de qualité sur tout ce qui concerne en fait la gestion de patrimoine. Et je pense que ça sera un bon vivier en fait de progression de la compréhension des gens qui écoutent. Oui, puis on y passe de temps en temps. Donc n'hésitez vraiment pas à aller l'écouter, cette newsletter de l'OREP. Contenu de qualité, comme peut dire Pierre, qui reste très modeste en le disant. Merci beaucoup. Merci à toi. Et ça y est, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode passionnant. Un immense merci à Pierre Sabatier pour son analyse éclairée de la crise immobilière et ses perspectives pour les mois à venir. Grâce à lui, nous avons mieux compris les dynamiques actuelles du marché et les différents scénarios possibles. Si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note nous permettra de continuer à grandir et à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez, mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 84, les 3 conseils pour gérer votre patrimoine comme un chef d'entreprise.